Je vais essayer d'être le plus bref possible, hein, puisqu'on a déjà un petit peu de retard. Je voudrais juste revenir sur l'histoire, si on veut, de ce projet, ou l'origine de cette conférence, pourquoi on parle aujourd'hui de curiosité à l'UNESCO. C'est parti, si vous voulez, d'un constat sur les dernières années. On a beaucoup parlé d'algorithmes de recommandation, on en parle de plus en plus. On parle aussi de l'impact des réseaux sociaux sur la diversité de l'offre culturelle. Ces sujets émergent dans des rencontres de très grande qualité qu'on a la chance d'avoir en France. Je pense en particulier au Forum d'Avignon, je pense également au Forum de Tokyo. On peut penser aussi aux événements organisés par la SACEM. Et évidemment, il y a aussi l'ensemble des débats qui sont organisés autour de la Convention de 2005, la rencontre de Mons le mois dernier. Et dans les quelques constats qu'on peut dresser sur ces dernières années, la question de la recommandation est toujours un peu présente en filigrane, mais jamais traitée directement ou en propre, parce qu'il y a d'autres enjeux, parce qu'il y a aussi des enjeux de fiscalité, des enjeux de respect de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur, juste rémunération des créateurs, la lutte contre le piratage. Il y a une sorte d'embouteillage, si vous voulez, autour de toutes ces questions qui font que ce type de questions de fond, pour le coup, sont rarement traitées frontalement, en quelque sorte, et c'est ce qu'on se propose de faire aujourd'hui à l'UNESCO. Alors, je voudrais au passage faire quelques remerciements parce que c'est une réflexion qui a associé plusieurs personnes dans une sorte de comité scientifique informel ou comité d'orientation. Je voudrais saluer quelques complices sur cette opération. Je pense à Émilie Cariou, notamment au cabinet de Fleur Pellerin. Fleur Pellerin qui d'ailleurs ne pourra pas être avec nous ce soir. Émilie Cariou a beaucoup contribué à concevoir ce programme. Je pense également à Jakob Hessler, qui est un entrepreneur allemand basé à Paris, qui a fondé justement une compagnie travaillant en data mining pour des entreprises qui sont aussi des distributeurs de biens culturels en ligne. Évidemment, Pascal Tumrel, la directrice de la responsabilité sociétale d'entreprise de Vivendi, qui nous soutient aujourd'hui. Pascal pour son engagement justement pour prendre en compte la spécificité culturelle de la RSE pour un grand groupe comme Vivendi, et aussi parce que par ailleurs nos débats sont retransmis sur V-Voice en radio, et puis ils seront disponibles après en podcast. Je remercie également Cédric Denis-Rémy, qui est un des directeurs de ce grand paquebot qu'est l'École des Mines, Paris Tech, Francis Donat et Giorgia Albertino de Google, Stéphane Héloïse Gras, qui a fait une remarquable thèse sur justement les algorithmes de recommandation de Spotify dans le domaine de la musique enregistrée. Je pense également aussi à Verena Metze-Mangol, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, la présidente de la commission allemande pour l'UNESCO, avec laquelle on a eu de très riches discussions sur le sujet. Jean Musitelli, évidemment, qui a joué un rôle fondamental dans la conception même de la convention de 2005. Je pense aussi à François Tadei, à Gaël Mingui, du Centre de recherche interdisciplinaire. Que ceux que j'ai oubliés m'excusent, parce qu'en fait, c'était une sorte de longue consultation pour constituer ce programme. Et je voudrais aussi remercier tout particulièrement mes étudiants de Sciences Po. J'en profite au passage parce qu'ils ont en quelque sorte pour certains servi de cobayes sur la pertinence du sujet. Je pense tout particulièrement à Jérôme Smith, qui, je ne sais pas si Jérôme est là ou s'il est en bas, et Henri Garnier, qui nous ont rejoints dans l'équipe de la commission et qui, avec le reste de l'équipe, font un travail formidable pour que ça puisse très bien se passer. Voilà. Alors, avec toutes ces discussions, qu'est-ce qu'on a essayé de cerner? C'était la question de l'impact des algorithmes de recommandation et des réseaux sociaux sur la prescription, ce qu'on appelle la prescription, qui est prescripteur, sur la recommandation et sur la diversité de l'offre culturelle en ligne. Alors, dit comme ça, on s'est dit aussi qu'il fallait peut-être trouver une notion un peu plus sexy que ce jargon finalement assez technique. Alors, on est allé voir vers d'autres univers, on a essayé de trouver des choses qui soient un peu moins geeks pour essayer de montrer que derrière ça, il y a aussi des questions
très ancienne qui se pose. Et je vous propose du coup de faire un petit détour par ce qu'on appelle l'époque moderne, c'est-à-dire le XVIIe et le XVIIIe siècle, qui est une époque qui nous paraît déjà lointaine, un monde de l'analogique où on lisait des livres. Et on parlait déjà beaucoup de curiosité. Alors c'est l'époque où on brasse beaucoup de réflexions autour de la théorie des passions. C'était avant qu'on parle d'émotions. On a parlé d'émotions ce matin. Divina a évoqué les liens entre émotion et cognition, qui sont au cœur justement des travaux qui sont faits, y compris dans le domaine du marketing, pour essayer de cibler au mieux le fonctionnement des algorithmes de recommandation, par exemple. À cette époque, on parlait de passion et de combinatoire des passions, de bonnes et mauvaises passions. Et c'est une époque où on parlait justement beaucoup de curiosité, en particulier un philosophe écossais qui s'appelle David Hume, qui considérait que la curiosité était le point commun principal entre les philosophes et les chasseurs, qui partagent la même passion pour cette intention de savoir. Et aussi parce que la curiosité, il la présentait comme un remède contre le spleen et l'indolence. Alors, justement, ce qui est intéressant dans ces théories-là, c'est qu'il y a une sorte de partage d'équilibre toujours un peu tangent entre bonnes et mauvaises passions. À propos de mauvaises passions, justement, il existe d'autres analyses à la même époque, enfin, il y a à peu près une centaine d'années avant, par un résident français aux Pays-Bas actuels, dans les Provinces-Unies, qui s'appelait Descartes, et qui a parlé d'une maladie assez étrange, qui est la maladie de ceux qui sont aveuglément curieux. Alors c'est quoi quelqu'un qui est aveuglément curieux? C'est quelqu'un qui recherche des raretés seulement pour les admirer et non point pour les connaître. Alors je cite le texte parce qu'il est assez intéressant, du traité des passions de l'âme, car ils deviennent peu à peu si admiratifs que des choses de nulle importance ne sont pas moins capables de les arrêter que celles dont la recherche est plus utile. Alors, ça nous paraît loin, c'est 1649, mais derrière ça, quand on parle justement de la capacité de choses de nulle importance à nous arrêter, ça nous fait penser, par exemple, à des théories d'économie de l'attention. Ce matin, Carole Beffa parlait justement du problème du format des fichiers musicaux en ligne. Si vous êtes au-delà de 2 minutes, vous risquez d'avoir des soucis en termes d'accessibilité ou de visibilité en ligne. Donc il y a aussi toute cette réflexion sur l'économie de l'attention qui se pose. Et puis aussi, ce détour par l'époque moderne, c'est aussi parce que c'est une époque où on parlait justement de cabinets de curiosité. Alors les cabinets de curiosité, c'était des sortes de fenêtres sur la diversité du monde, mais avec un risque d'effet de surface. Voilà, vous avez quelque chose comme une diversité du monde qui se présente, qu'on peut admirer, mais sans forcément aller beaucoup plus loin. Et ces cabinets de curiosité nous font penser à nos cabinets de curiosité d'aujourd'hui, que sont aussi les plateformes musicales, audiovisuelles, cinéma, avec la profusion de contenu qu'on peut y trouver. Ce détour, ça permet aussi, quand on parlait tout à l'heure de la capacité ou pas de s'arrêter, de poursuivre dans son intention de savoir, ça nous fait penser aussi aux maladies du zapping, à la nécessité du surprends-moi. Comment peut-on garder quelque chose du surprends-moi dans un univers de profusion de contenu? Alors évidemment, ce qui a changé depuis, c'est que ce sont nos prothèses cognitives. Alors il y avait déjà des prothèses cognitives, il y avait le livre, il y avait les cabinets de curiosité justement eux-mêmes, mais évidemment nos prothèses cognitives se sont considérablement multipliées, avec derrière aussi ce qu'on appelle la multiplicité des supports, et j'imagine que peu nombreux parmi vous sont ceux qui ne se sont pas posé la question de quoi faire avec sa bibliothèque personnelle, entre des CD, des 33 tours, des MP3 pour ceux qui continuent à télécharger, peut-être que ça arrive encore, passer tout au streaming, est-ce que je mets toute ma collection de CD sur un ordinateur, est-ce que je dématérialise l'ensemble, est-ce que je garde une multiplicité de supports, c'est très encombrant, maintenant on fait des shelfies, alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les shelfies, mais c'est l'équivalent du selfie pour les bibliothèques. Donc vous prenez une photo de votre bibliothèque personnelle et un moteur de recherche se charge pour vous d'essayer d'identifier l'ensemble des titres à partir des tranches pour pouvoir vous proposer une offre en ligne complète et dématérialiser votre bibliothèque. Je ne sais pas si ça marchera, mais en tout cas, ce sont des choses qui existent aujourd'hui. Alors, donc, nos prothèses cognitives changent la donne, bien sûr.
il y a une influence très forte, on en a parlé ce matin, des environnements sur cette passion intentionnelle qu'est la curiosité. Influence des environnements, mais aussi influence des écosystèmes, c'est-à-dire non seulement les supports, mais également la manière dont la comparaison dans les choix se présente. Et là-dessus, il y a toute une série d'économistes behavioristes qui travaillent sur ce sujet. Je pense à Dan Ariely, je remercie d'ailleurs Axel Daucher de m'avoir indiqué cette référence, sur la manière dont on peut essayer de prédire l'irrationalité de nos choix, mais y compris de nos choix en termes de préférence pour tel ou tel type de biens ou services culturels en ligne. Alors, je reviens un petit peu à notre thématique de cet après-midi. Ce qui a émergé ce matin, quand on parle aujourd'hui de data, d'algorithmes, de réseaux sociaux, c'est l'hybridité de ces objets. Alors, hybridité, ça veut dire que ce ne sont pas seulement des entités scientifiques ou technologiques, ce sont aussi des entités à caractère politique, économique et culturel. Ce que je veux dire par là, c'est que, pour reprendre la réflexion de Bruno Latour sur la nécessité de lutter contre le grand partage, là, on est contraint, si vous voulez, de sortir d'un partage un peu dichotomique entre ce qui relèverait, par exemple, de l'humain et du non-humain. Alors, ça peut être l'image de Kasparov qui se fait battre par l'ordinateur. Est-ce que le libraire, dans la chaude recommandation interpersonnelle de la librairie indépendante de référence, peut être battu par l'algorithme? Voilà, en quelque sorte, on pourrait faire ce type de rapprochement. On entend aussi beaucoup parler de chaud et de froid. Les algorithmes, c'est froid. L'interpersonnel, c'est chaud. Bon, ce sont des choses qui se discutent, mais de fait, il y a tout un débat autour d'un côté, la recommandation par la machine, et de l'autre, l'éditorialisation, la curation humaine des contenus culturels en ligne. Comme on l'a vu ce matin, il y a une très forte hybridation entre les deux. C'est ce qui fait aussi la force de certaines plateformes, c'est justement de jouer sur les deux tableaux. Alors en même temps, se pose la question de qui exerce en quelque sorte le pouvoir sur ces entités hybrides. Alors il y a évidemment les créateurs, il y a les pouvoirs publics qui font un travail de régulation, les consommateurs pour le coup, avec derrière en filigrane le rêve de la désintermédiation. Je ne dépendrai plus des prescripteurs habituels, j'aurai un contact direct. Alors il y a toute une série comme ça, disons, de mythologies qui sont en train de se créer et qui parfois ont aussi une très forte légitimité. Et puis il y a également les entrepreneurs, et c'est là un peu l'axe qu'on essaye de développer aujourd'hui. On a vraiment souhaité convier autour des différentes tables rondes des entrepreneurs culturels dans le domaine numérique, issus d'une assez grande variété de domaines. Comme vous le savez, souvent l'attention sur ces questions est portée pour des raisons industrielles sur les industries culturelles, disons plus classiques au sens classique du terme, musique, audiovisuel, cinéma, le livre également, on en a parlé ce matin. Et puis il y a aussi de tout autre domaine, on va parler de la photographie, on va parler de l'art contemporain, de cette très grosse industrie aussi que représente aujourd'hui le jeu vidéo. On va parler d'histoire de l'art aussi en fin d'après-midi. Voilà. Alors, convier les entrepreneurs, c'est justement prendre en compte plusieurs choses. Le fait que, d'une part, il y a de plus en plus d'acteurs dans ces domaines d'activité qui développent ces stratégies hybrides entre éditorialisation d'un côté et algorithme de l'autre, en mêlant les deux. Ça fait partie de la marque, justement, de leurs entreprises. Et puis d'autre part aussi, parce qu'il existe aussi des entreprises, des start-up à vocation culturelle qui jouent sur la découverte, sur la sérendipité et qui s'en donnent même, qui en font leur principal objectif. Je cite quelques absents qu'on aurait pu inviter. Je pense à Duke Lai dans le domaine de la prescription de spectacles vivants aux États-Unis. C'est une plateforme qui vous permet d'être atteint par des recommandations de spectacles que vous n'avez jamais vus. C'est l'objectif d'ailleurs, mais faire en sorte qu'il y ait une recommandation personnalisée pour que vous alliez les voir. Et il y a également des entreprises comme Forgotify. Forgotify, c'est une plateforme qui a passé des accords avec Spotify pour travailler justement sur le fond de catalogue de Spotify. Spotify, comme toutes les autres grandes plateformes,
compte entre 20 et 25 millions de titres de mémoire. C'est toujours un peu le même chiffre d'ailleurs pour les plateformes de musique. Ça correspond à peu près à l'ensemble de la musique, des titres de musique enregistrés depuis les années 50, en cumulant l'ensemble des catalogues disponibles. Et sur ces 20 à 25 millions, il y en a 4 ou 5 qui sont jamais écoutés. Donc cette petite entreprise s'appelle Forgotify. Cette plateforme propose justement de ne focaliser que sur ces titres jamais écoutés en essayant d'y trouver les pépites qui pourraient intéresser un public et de les éditorialiser en ce sens. Voilà. Donc la logique, si vous voulez, de la journée, c'était essentiellement de convier un certain nombre d'entrepreneurs dans ces domaines-là pour pouvoir discuter de ces enjeux au-delà des sphères seulement publiques qui font par ailleurs un travail considérable de consolidation de la place des enjeux du numérique sur la diversité culturelle via justement les débats qui sont promus par le secrétariat de la Convention de 2005 qui nous a beaucoup appuyé dans cette opération. Alors, après, il y a toujours l'arbitraire pour faire des plans, pour organiser une conférence. On a choisi une approche un peu par les risques pour agiter quelques chiffons rouges. On a parlé ce matin des risques de standardisation de l'offre et voire standardisation du goût par les nouveaux modes de recommandation dans la distribution en ligne. On va parler cet après-midi des risques d'homogénéisation de la création par la montée en puissance de l'anticipation et du prédictif. Alors là, on pense évidemment à Netflix en tant que producteur, mais ce sont des débats qu'on trouve aussi dans bien d'autres domaines, comme par exemple, ce sera abordé tout à l'heure par Guillaume de Fondemière, dans le domaine du jeu vidéo. Alors, oui, l'anticipation, d'ailleurs, on pense aux séries télé, aux débats autour de l'effet Netflix depuis leur arrivée en Europe de l'Ouest, mais il y a aussi la question pourrait tout à fait se poser, peut-être à terme, comme on le verra tout à l'heure pour le jeu vidéo, pour un certain type de production littéraire. Peut-être que le terme même de roman d'anticipation pourrait prendre un tout autre sens, en quelque sorte. On abordera aussi une autre question dans la troisième table ronde sur les risques de fragmentation des paysages de goût à un niveau global, disons, en quelque sorte en termes sous forme de macro-tribus. Macro-tribus géographiques, macro-tribus par genre. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la variété des écosystèmes numériques culturels qui fait que dans 15 ans ou dans 20 ans, dans l'univers russophone, par exemple, dans l'ensemble Corée du Nord, Japon, Chine, Amérique latine, les écosystèmes émergents en ce moment aussi en Afrique, qui nous rappellent justement aussi, cette variété nous rappelle aussi le cas très particulier de l'Europe de l'Ouest en termes de dominance de plateformes et de moteurs de recherche. Évidemment, ce sont des choses qui varient d'un continent à l'autre, de zone géographique, de géographie économique à l'autre. Alors, est-ce que cette variété des écosystèmes ou des macro-écosystèmes culturels en ligne aura pour conséquence ou pas, c'est un peu un travail d'anticipation, si on peut dire, une fragmentation, ou est-ce qu'il y aura de nouvelles perméabilités qui vont émerger. Donc à chaque fois, on a posé un petit peu la question en termes de risque, justement pour susciter le débat, et puis on terminera l'après-midi en début de soirée du coup, par une table ronde sur qu'est-ce que signifie la responsabilité culturelle pour les entreprises, ou plutôt la responsabilité des entreprises en matière de promotion de la diversité des expressions culturelles. Alors, est-ce que ça passe par ce qu'on pourrait appeler la dimension culturelle de la responsabilité sociétale des entreprises? Est-ce qu'il faut considérer que c'est un segment à part? Est-ce que ça passe par des initiatives de soutien à la création? Est-ce que cela suffit? Est-ce qu'on peut imaginer des choses par le biais des agences de notation? Autrement dit, ce débat qu'on aura en fin de journée vise, pour paraphraser le titre pour reprendre le titre du dernier ouvrage de Alain Supiot et de Mireille Delmas-Marty, l'objectif est dans cette table ronde de prendre la notion de responsabilité au sérieux et essayer d'imaginer peut-être de nouvelles voies d'engagement du côté des acteurs privés pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles en ligne. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et je laisse la place tout de suite à la table ronde numéro 2. À peine, merci.